Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Françoise Barbier d'Amiette, propriétaire du château de Lantis à Dégagnac dans le Lot. Bonjour Madame. Bonjour à tous, je vous remercie d'être au château de Lantis avec nous, j'en suis ravie. Alors cette petite visite au château de Lantis, elle a pour objectif de permettre de reparler un petit peu de ce château. On a déjà eu l'occasion de faire une émission avec vous il y a quelques années sur Antenne Doc, mais il se passe aussi beaucoup de choses dans la vie de ce château depuis. Alors on va revenir un petit peu à l'histoire. Vous avez acquis cette belle propriété en 1993, donc quelques années en arrière, déjà maintenant un peu plus de 30 ans. Comment ce château est venu à vous ? Tout à fait par hasard ou providentiellement, on peut imaginer la façon dont c'est arrivé. Nous avons acheté en 1993 un beau terrain de 4000 m² avec un tumulus arboré, donc une petite forêt, avec l'idée de passer des vacances tranquilles avec nos 4 enfants. La surprise a été de trouver l'année d'après, tout en haut du tumulus, une cheminée dans le jardin. On va creuser, on va découvrir des dallages, on va découvrir des marches d'escalier, des voûtes, etc. Et ça fait maintenant 31 ans que nous creusons à la découverte de ce château complètement oublié et enseveli à la Révolution française. Oublié et enseveli, c'est exactement le mot, parce qu'il a été extrait du sol pratiquement pièce par pièce. Exactement. On va donc commencer par les dégagements de gravats par l'étage, pensant que les premières marches nous amenaient dans des caves. En fait, c'est pas ça, puisque on va découvrir petit à petit un château du XVIIe siècle. Et depuis quelques années, nous creusons pour continuer à dégager ce château, et on arrive dans un château du XVe siècle. On remonte encore plus dans le temps. Ce château, c'était un château d'habitat ou un château militaire ? Alors c'était un château militaire. Au XVe siècle, on a ici une énorme forteresse à 4 côtés. La façade se trouve actuellement sous la route. Ce château était le dernier bastion français avant l'Angleterre qui commençait à Dôme et à Sarlat, puisqu'on est en pleine guerre de 100 ans en 1420. Ce château est détruit, château militaire, est détruit après la guerre de 100 ans, sans doute en déshérence ou serre de carrière de pierre. Et 200 ans plus tard, c'est Henri IV et la reine Marie de Médicis qui ordonnent la construction de ce nouveau bâtiment sur les ruines de l'ancien château, un rectangle massif, 2 tours excentrées, puisqu'on est en 1610 en pleine guerre de religion entre catholiques et protestants, et ce château va faire partie d'une ligne de front catholique sous la houlette d'un grand seigneur, le comte Clermont de Toucheboeuf, qui était donc sénéchal du Quercy, chambellan des enfants du roi, et aussi richissime puisqu'il extrayait le fer qui est dans les sous-sols. Il y avait des mines de fer partout autour de nous, et avec ce fer, il fabriquait des armes et des canons qu'il vendait au roi. On est quand même sur une réelle preuve historique. Comment ça se fait qu'il n'ait pas été découvert ou réémergé plus tôt ? Est-ce qu'il était complètement à l'abandon par rapport à son environnement ? Alors, l'histoire de ce château est assez émouvante. On peut faire le parallélisme avec Fouquet et Vaux-le-Vicomte. Une trop grande puissance, une magnificence qui va déplaire à Louis XIV. Et bien ici, avec les Clermont de Toucheboeuf, c'est un peu la même chose. Ce grand seigneur, ce très grand seigneur, se fait construire une quinzaine de châteaux militaires. Donc il offre évidemment à Louis XIII, puisque Henri IV a été assassiné, Louis XIII est monté sur le trône. C'est un grand seigneur, trop grand seigneur, avec évidemment une armée et des financements supérieurs à ceux du pouvoir royal. Et en plus, on a eu la preuve il y a quelque temps en découvrant une petite pièce de monnaie dans la prison, dans le cul de Basse-Fosse, à l'effigie de Gaston Ier, roi de France. Nous n'avons jamais eu de Gaston Ier, roi de France. Et pourtant, on a trouvé cette petite pièce de monnaie en cuivre,
frappé en 1624 à Cahors, puisqu'on frappait monnaie, à l'effigie de Gaston. Gaston était le frère du roi Louis XIII et par 3 fois, il a tenté de s'emparer du trône. Et là, il a créé un coup d'État, un putsch, associant Clermont de Touchebeuf et sa ligne de front, le comte de Toulouse et Gaston. Évidemment, nous n'avons jamais eu de Gaston Ier roi de France. Le putsch échoue et la colère du roi Louis XIII, évidemment, est terrible. Et il va anéantir, faire assassiner le comte de Toulouse. Il va envoyer son frère Gaston au plus loin de la cour, c'est-à-dire dans les Pyrénées. Et quant à Clermont de Touchebeuf, il va tomber dans une disgrâce totale, non pas sur l'homme, mais sur le nom de famille. Tous les Clermont de Touchebeuf seront exclus de la cour et privés de tous les privilèges nobiliaires. S'ensuit, à la suite de cette disgrâce, la précarité, puis la pauvreté totale. Et juste avant la Révolution française, Clermont de Touchebeuf, le descendant, en 1787, achète la charge, donc le diplôme d'avocat syndic. C'est l'avocat qui va défendre le peuple contre le roi. On se trouve 4 ans avant la Révolution française. Et il va réussir un coup de force de faire baisser les taxes et les impôts dans le Quercy. D'où, évidemment, une renommée de bienveillance, de clémence. Ça devient, si vous voulez, le Robin des Bois local. Alors, l'histoire continue et à la Révolution française, toute cette famille Clermont de Touchebeuf émigre aux Amériques, puisque on donnait des terres aux colons. Et le château, ruiné, abandonné, est vendu comme bien national à la Révolution française. Là, un paysan du village qui s'appelle Tissandier achète. C'est sans doute un proche de la famille, peut-être un bâtard ou peut-être l'homme de confiance. Il va faire construire en 1793 le petit manoir, une très jolie maison juste à côté, à 500 mètres, dans lequel il va remiser dans son grenier, sous le tabac, tous les livres notariés, toutes les archives du château et toutes les lettres du château. Que faire de ce château qui, à la Révolution, est une menace, puisque on pouvait être décapité facilement? Eh bien, Tissandier va avoir une idée géniale. Il va proposer à tous les habitants des environs de se servir de cet endroit comme décharge, la déchetterie. Tout le monde va y jeter les ordures ménagères, la vaisselle cassée, les tuiles, les ardoises, les lauses, les poutres, les animaux morts, les tonneaux de vin brisés, les charrues cassées, jusqu'en 1920. Donc plus d'un siècle de décharge. Après 1920, la végétation va pousser, recouvrir le monticule et personne ne saura plus. Personne ne saura plus parce que tous les documents notariés qui étaient conservés dans les paroisses, qu'on appelait les terriers, eh bien tous ces documents vont brûler à la Révolution. Plus personne n'a de preuve de la propriété et Napoléon, arrivant au pouvoir, va faire ériger le cadastre, qui a toujours foi. Et le géomètre qui arrive ici en 1810, que voit-il? Le haut d'une tour, sans toiture, qui émerge du haut du tumulus, et il va déclarer que ceci, eh bien, c'est un pigeonnier en ruine. Et ce sera vendu depuis 1810 comme pigeonnier en ruine, et c'est ce que nous, par hasard, on achète en 1993. Finalement, vous êtes bénéficiaire de ces erreurs et de ce regard un petit peu de déchetterie sur le lieu. Mais en 93, vous avez trouvé autre chose qu'un pigeonnier. Vous avez trouvé des pierres et beaucoup de choses. Voilà, à partir de 1993, on va trouver énormément de pierres. En fait, c'est les pierres qui proviennent du château démoli. Et puis, on va commencer à découvrir le château. Et il ne se passe pas une seule journée sans faire des découvertes extraordinaires. Et au niveau de la surface, de la superficie du château, quelle est-elle ? Je ne peux pas vous le dire, puisque de toute façon, nous allons de découverte en découverte.
Parce que, en fait, ne serait-ce qu'une tour qui dépasse et qui permet de découvrir d'autres espaces, d'autres bâtis, d'autres pièces, les unes sur les autres, hein, c'est un petit peu le cas ici, ça demande aussi un espace, un périmètre, une surface plénière sur le sol. Alors, autour nous, on avait acheté en 1993 un terrain de 4000 mètres. En fait, le château est au milieu d'un confetti maintenant, puisqu'initialement, il n'y avait pas de limite. Donc le Quercy, qui était la propriété ou le domaine des Clermont de Toucheboeuf, des comtes Clermont de Toucheboeuf, c'était le Lot, la Dordogne, le Lot-et-Garonne et une partie du Tarn-et-Garonne. Donc rien à voir avec ce confetti qui est autour du château actuellement. En effet, donc ce petit confetti, il a quand même pris de l'ampleur et aujourd'hui, vous faites en sorte de pouvoir le faire vivre. Il se passe beaucoup de choses dans ce château, vous proposez beaucoup d'activités, beaucoup d'interactions, des visites également. Comment on fait vivre un tel château ? Alors, initialement, notre projet était d'avoir une maison particulière. Donc, pas du tout ce qui est actuellement. La toiture, nous avons fini de dégager le château en 2000. Et là, on a décidé de déménager. La toiture a été posée par une entreprise monument historique de 2000 à 2004. Donc on a un toit, 40 000 tuiles qui viennent du Jura, des poutres en 10 mètres de long en chêne qui viennent des Pyrénées. On est très content et on n'a plus un sou sur le compte. Avec l'idée de se refaire une santé, puisqu'on est kinésithérapeute tous les deux, on va travailler. La toiture est finie d'être posée et 15 jours après, il faisait très chaud dans ces années-là, 2003-2004, un gros orage, une boule de feu, donc c'est ce qu'on appelle la foudre globulaire, qui va se planter dans le haut de la tour et qui va faire exploser la tour, et le château n'ayant pas ces ouvertures, et le château est hors d'eau mais pas hors d'air, et le vent va pénétrer par les fenêtres, par les portes, et le château va brûler pendant 3 jours. Donc on n'a plus rien. En 2004, on est ruiné avec 4 enfants, c'est sympa, et on va pouvoir redémarrer grâce au crowdfunding. C'est le mécénat participatif où énormément de personnes vont venir nous aider physiquement, financièrement. Au niveau de l'ameublement aussi, tout ce qui est à l'intérieur du château n'est que donation, je n'ai rien à moi. Et ce phénomène de crowdfunding, de générosité, va changer évidemment l'idée que nous avions de ce bâtiment. Et on décide de l'ouvrir au public, ce qui est normal, puisque toutes ces personnes, nous sommes actuellement 1087 amis du château, et toutes ces personnes ont un droit de regard et de venir au château quand ils veulent. Donc on a laissé le portail ouvert et décidé d'un commun accord avec tous les amis du château d'ouvrir au public, d'organiser des concerts, des dîners, des expositions, des conférences toute l'année. Donc vous dites que tout le mobilier a été... et tout ce qu'il y a dans le château a été donné, offert, gracieusement. Est-ce que dans les différentes fouilles qui ont été effectuées, vous avez retrouvé quand même quelques objets qui pourraient être exposables ou utilisables ? Non. C'était vraiment une décharge. Donc, alors de la vaisselle cassée à gogo, des cerceaux de tonneaux, des carcasses d'animaux, oui, mais rien, puisque les derniers Clermont de Toucheboeuf étaient ruinés. Ils avaient même, on sait par les archives, brûlé leurs meubles et décroché les boiseries pour se chauffer avant de partir aux Amériques. Et ensuite, les paysans se sont servis du lieu comme décharge, en prenant la précaution, évidemment, de murer les portes et fenêtres. Donc, on va remplir une pièce, on va la murer, et on va passer à la suivante, et ainsi de suite. Donc, chaque pièce qui est découverte, il faut trouver déjà l'ouverture, la porte ou la fenêtre pour rentrer, et ensuite, il faut extirper tout ce qui est à l'intérieur. C'est vraiment un dégagement de gravats qui n'a pas beaucoup d'intérêt. On a de la vaisselle ancienne, mais en tout petits morceaux, et qui vient de partout.
Après, il y a l'avantage du fait d'avoir muré, peut-être, c'est la protection, la préservation du château, parce que beaucoup de châteaux, malheureusement, au cours des différentes révolutions, des différentes révoltes, ont été détruits, voire dépecés au fur et à mesure. Là, on peut dire que le bâti est assez intact. Le bâti est intact, justement, parce qu'il a été muré et rien ne s'est effondré. Donc on trouve absolument... alors on trouve des boulets de canon, des balles évidemment, qui datent du XVIIe siècle, voire antérieur, puisqu'on a des boulets de canon qui pouvaient être envoyés qu'avec des bombardes ou des catapultes. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a aussi encore en dessous des pièces à découvrir, à faire émerger. Comment se passent les démarches? Est-ce que là, c'est toujours pareil, faire appel aux bénévoles? Voilà, c'est l'appel aux amis de l'Antis ou aux futurs amis de l'Antis qui va permettre de continuer les travaux, puisqu'évidemment, ça n'est pas à la portée d'une famille seule. Il faut être très nombreux et c'est toujours un plaisir d'accueillir des bénévoles qui viennent de tous les pays du monde d'ailleurs. Aujourd'hui, d'habiter dans une demeure comme ça, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, c'est ma maison. Donc, il n'y a aucun sentiment particulier. Il y a toujours la passion de découvrir autre chose, puisque on pénètre en catimini par le toit, si vous voulez, dans la demeure d'une famille que nous ne connaissions pas, les Clermont de Toucheboeuf. On retrouve leurs clés, on retrouve leurs chaussures, on retrouve... C'était un château militaire qui abritait donc ce grand seigneur, une quinzaine d'officiers, et autour, on avait une centaine d'hommes d'armes, l'infanterie, qui logeaient autour dans des granges, des écuries, des communs. Il y avait des moulins à vent, il y avait des remparts et des tours de garde. C'est ce qu'on appelait la défense en profondeur. Tous ces petits châteaux qui défendaient soit une ville, soit une frontière militaire, comme ici. Et tous ces châteaux ont été rasés, brûlés à la Révolution française, puisqu'ils représentaient le pouvoir royal. Et celui-ci, à contrario, a été caché, curieusement, par la population qui défendait ce château militaire, sans doute attendant que le comte Clermont de Toucheboeuf revienne des Amériques pour continuer à les défendre. C'est une reconnaissance en quelque sorte, mais il y a très très peu, voire pas du tout, de petits châteaux militaires comme ça qui ont été gardés intacts depuis la Révolution française. Tous ont servi de carrière de pierre. Surtout dans cette préservation de par la population environnante. Parce que comme vous l'avez soulevé, en effet, très souvent, il y avait des incendies dans les châteaux, il y avait destruction de l'ensemble des pierres pour bien signifier cette révolte population contre la noblesse et l'aristocratie. Oui, exactement. Là, on est à contrario de l'histoire. Par rapport à l'environnement... En effet, aujourd'hui, vous êtes chez vous. Est-ce que le château vous a accueilli avec bienveillance? Oui. C'est vrai que la découverte d'un vieux bâtiment historique sous nos pieds a été une surprise. Après, ça change la vie, évidemment, puisque d'une maison moderne, avec toute la domotique, on est arrivé au Moyen-Âge quasiment, avec un bâtiment trop grand pour être chauffé, puisque les plus grandes pièces font 100 mètres carrés avec 5 mètres de hauteur de plafond, donc ça n'est pas chauffable. Donc une vie différente où il n'y a pas de chauffage. Donc nous habitons dans une maison sans chauffage. Comment vous faites en hiver? Eh bien, les cheminées à feu de bois. Évidemment, on rapproche la table comme dans le temps pour se mettre au plus près de la flamme et puis chaudement vêtu. Aujourd'hui, être châtelain, est-ce que c'est pas un peu chronophage et énergivore? Effectivement, cette situation a changé nos vies puisque après l'incendie, on s'est trouvé face à une maison calcinée, inhabitable. Et là, j'ai changé de métier. J'étais kinésithérapeute et j'ai fait la formation pour devenir tailleur de pierre, maçon et vitrailliste. Alors, on a du mal à vous imaginer. Vous êtes toute menue, toute fine, avec beaucoup d'énergie, certes, mais vous êtes quand même tout... Voilà, c'est un métier très physique. Ça n'a pas dû être facile.
Non, ça n'a pas été difficile. J'étais kinésithérapeute, je soulevais des malades, je faisais de la gymnastique tous les jours, puisque j'avais des groupes de gym. Et là, bon, on a maintenant quand même dans ces métiers manuels des outils performants, bien affûtés, des moyens de levage qui facilitent la vie. Et puis, autre chose, c'est que je ne suis pas forcément obligée de travailler non-stop 8 heures d'affilée sans me reposer. Et donc, j'adapte les travaux à ma condition physique. C'est tout aussi bien et c'est même quelque chose de très positif parce que ça vous permet aussi d'avancer dans ce château, dans ces pièces aussi, une à une, parce qu'elles sont toutes aussi de plus belles les unes que les autres en fait. Ça demande aussi beaucoup d'entretien. L'entretien, non, puisque quand c'est restauré, c'est comme neuf. Et donc, une restauration bien faite est une restauration qui ne se voit pas, disent les architectes des bâtiments de France. Donc, chaque pièce restaurée, il n'y a plus à y revenir. C'est pas comme si on avait, par exemple, acheté ou hérité d'un bâtiment debout déjà. Là, c'est un bâtiment restauré et les restaurations sont effectuées, on espère, pour quelques centaines d'années. Donc c'est pouvoir envisager que le château puisse durer encore dans les générations qui vous suivent. Vos enfants, vos petits-enfants vous suivent peut-être également ? Oui, tout a commencé au moment de l'incendie, puisque le fait de se retrouver sans rien, ruiné, a généré une solidarité entre nous. Soit ça fait exploser une famille, soit ça la resserre. Et tous les enfants qui étaient jeunes étudiants ou encore lycéens se sont mis au travail. Ma fille est devenue historienne, son mari est paléontologue. Nos enfants, nos 3 autres enfants viennent passer leurs vacances pour travailler. Et les petits-enfants, l'aîné qui a 10 ans, un petit garçon, fait les visites déjà. C'est merveilleux de pouvoir toujours exercer comme ça en famille, dans un tel environnement aussi. Donc ça suscite des vocations quelque part. Des vocations, oui, parce que dans les bénévoles, nous avons eu de très nombreux jeunes, un peu en déshérence, en difficulté sociale, qui sont partis soit dans l'histoire, soit dans les métiers du bâtiment. Ça a créé effectivement des vocations, puisqu'on avait accueilli des jeunes en situation de déshérence et des jeunes qui étaient sur la pente descendante au niveau sociétal et qui ont retrouvé du punch et un avenir grâce au moment qu'ils ont passé au château de Lantis. Aujourd'hui, il y a combien de pièces ouvertes ? Alors, le château n'est pas grand, c'est un escalier monumental et une pièce de chaque côté. Donc, il y a 4 pièces ouvertes. Toutes accessibles au public ou vous gardez quand même votre intimité, votre espace vital ? Alors non, on s'est gardé un appartement privatif. Le reste est entièrement dédié au public et meublé par des mécènes. Et régulièrement, donc comme on a vu tout à l'heure, vous accueillez notamment le marché de Noël une fois par an, qui a lieu depuis quelques années maintenant. Donc vous accueillez des interactions avec l'extérieur, des concerts, vous parliez de concerts tout à l'heure. Comment ça se passe au niveau organisation ? Eh bien, c'est une organisation importante qui draine de nombreux bénévoles et mécènes. En fait, c'est après l'incendie qui a été la rupture dans notre style de vie où des bénévoles se sont présentés comme étant conférenciers, musiciens, théâtre, etc. et ont proposé de venir donner des concerts, de faire des expositions gracieusement au château, de manière à pouvoir faire vivre le château. Mais déjà, merci à tous ces bénévoles parce qu'ils permettent également de pouvoir aider à financer tout ça, parce que pour faire vivre, c'est ça aussi, c'est ce financement, c'est cette énergie économique qui est indispensable pour pouvoir continuer à dynamiser tout ça. Oui, c'est grâce aux bénévoles, de toute façon, grâce à la générosité de toutes ces personnes que le château peut vivre, puisque c'est le seul château de France qui sort de terre, qui brûle, qui renaît de ses cendres et qui vit grâce au mécénat participatif.
Est-ce que le phénix ne pourrait pas être un joli blason pour ce magnifique château? Eh bien, on a trouvé à la BNF à Paris, la Bibliothèque nationale, les blasons des premiers seigneurs au Moyen-Âge, les Durfort de Boissière, les comtes Durfort de Boissière. On a trouvé aussi le blason des seconds seigneurs, les Clermont de Toucheboeuf, les comtes Clermont de Toucheboeuf, toujours à la Bibliothèque nationale. Et je les ai reproduits d'ailleurs sur vitraux. Et ces blasons, que représentent-ils? Alors, les premiers, les Durfort de Boissière, portent deux gueules en 3 chefs étoilés d'or, avec la levrette, c'est la chasse à courre, la corneille, c'est la fauconnerie, et la brisure qui barre le vitrail, le blason, c'est la bâtardise, puisque s'il n'y avait plus de filles ou pas eu de filles dans une famille, on prenait l'aîné de ces bâtards, ou celui qui était le plus dégourdi. Le deuxième blason, les Clermont de Toucheboeuf portent deux gueules, donc c'était la couleur de l'Occitanie. C'est le rouge, à la face d'argent herminé, puisqu'ils sont magistrats, et ils portent l'hermine, c'est le col d'hermine des magistrats. Quand on voit les chantiers alentour de tout ce que ça demande aussi beaucoup d'amour pour le château. Est-ce qu'on pourrait pas finalement définir votre relation à l'Antis à une grande histoire d'amour? Une grande histoire d'amour, oui, pourquoi pas. On élève un château. J'ai eu 4 enfants, là c'est le 5e. C'est le plus gros, c'est le plus difficile, c'est le plus demandeur de temps. Et puis, après, c'est du temps passé, et puis c'est une aventure humaine aussi. C'est ce que je trouve. On a rencontré tellement de personnes passionnantes, formidables au cours de cette restauration, que c'est vraiment le leitmotiv, c'est des rencontres exceptionnelles et une aventure humaine incroyable. Et puis quand on vous écoute et que l'on voit de quelle manière vous avez mis en place les travaux au cours des décennies, au cours des années, et ces travaux ont été effectués avec bienveillance, avec intelligence, avec bon sens, il y a aussi ça, c'est beaucoup d'amour véhiculé, vraiment. C'est ce qui en ressort. Voilà, c'est ce qui est nécessaire pour avancer dans une restauration telle que celle-là. Une restauration qui est faite petit à petit avec les moyens du bord. Parce qu'en effet, si vous aviez eu peut-être beaucoup plus de moyens financiers, tout n'aurait pas été fait comme ça. Et ça aurait été peut-être aussi dommage pour toutes ces rencontres qui ont eu lieu au cours de toutes ces années. C'est certain. C'est le cas de personnes qui ont des gros moyens ou qui ont ce genre de bâtiment en héritage, qui ne s'investissent pas tellement eux-mêmes. Et en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui passent inaperçues et qui ne sont pas découvertes. Est-ce qu'on ne pourrait pas résumer tout ça en disant que c'est toute l'histoire d'une vie? Effectivement, puisque ça fait déjà 31 ans que nous y travaillons, et c'est l'histoire d'une partie d'une vie. Et ça va être également peut-être l'histoire d'une partie d'une vie, d'une autre vie pour vos descendants. Ah, certainement, puisqu'ils sont marqués. C'est leur maison, ils y ont travaillé pour sortir ce château de terre. Puis, à nouveau, à partir de 2004, l'incendie, eh bien, sortir tous les gravats calcinés, les poutres calcinées, remettre tout à zéro avant de recommencer. Et pour eux, c'est quelque chose qui les a très sérieusement marqués. Pour finir, pour ceux qui nous écoutent, déjà, quels sont les horaires d'ouverture du château, s'il y a des horaires d'ouverture? Comment se passent les visites? Pour ceux qui le souhaiteraient, en complément, qui souhaiteraient fournir leurs mains pour aider à continuer à poursuivre cette belle histoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le château est ouvert tous les jours, sauf le mardi, en moyenne et basse saison. Donc, c'est ouvert du mois de janvier au mois de juin de 11h à midi et demi et de 14h à 17h. Et en été, juillet-août, c'est ouvert non-stop tous les jours de 10h du matin à 18h le soir. Et pour ceux qui ont envie de vous aider?
Alors il suffit de me passer un coup de fil au château et on voit ensemble quelles sont les priorités, quels sont les travaux à effectuer, quelles sont les capacités des personnes qui ont envie de venir nous aider, mais on accepte avec plaisir tout le monde. À savoir qu'il y a encore beaucoup de pièces à sortir de terre, à faire émerger. Oui, sous le château, nous avons encore 2 étages à dégager. Un étage qui servait pour les militaires d'entraînement, des pièces protégées, encore en dessous des caves, puisqu'il faut imaginer que pour nourrir toute une garnison, il fallait des vivres, et ensuite, d'après les archives, un tunnel qui amènerait au village où existait un autre château. Cet autre château qui était en lien avec Lantis. Oui, effectivement, généralement, quand c'était des familles qui étaient proches, on communiquait par des souterrains. Et au château de Lantis, c'était les neveux chez les Clermont de Toucheveuf. Et à Vertillac, le château qui a disparu à Dégagnac, c'était les oncles. Bien, en tout cas, merci infiniment, Madame Barbier-Damiette. Merci infiniment de votre visite et j'espère avoir répondu aux questions que se posent les auditeurs. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.